Allez, c'est parti pour notre 19h sport en direct, 19h24. Si vous venez de nous rejoindre en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones, et on va retrouver notre Marc Garcia. On devait le retrouver hier du côté de Megève, mais malheureusement, une panne d'électricité qui a duré un peu plus de 2 heures. Bonsoir Marc, bienvenue. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Alors hier, on était tout prêt, mais 10 minutes avant le début de l'émission, je vous l'ai dit hier, bah voilà, pas d'électricité, donc on n'a pas pu faire notre débrief, mais on revient aujourd'hui et tout va bien. Ouais, il y a une panne de secteur, là, un petit peu au-dessus au Mont Arbois. Je me demandais si c'était pas Philippe de Paris qui nous avait fait une blague. Il a fait Du coup, débrancher. Voilà, oui, ben, je vous ai appelé, Johan. J'ai dit attention, Johan, voilà, fais gaffe, il va falloir prendre le plan B. Voilà. voilà, Mais nous voilà voilà. ce soir. Voilà, on est très heureux de vous retrouver, avec en plus bien chargé ce soir, justement, au niveau de l'actualité, notamment du côté de Val d'Isère. Oui, il y avait un magnifique week-end à Val d'Isère, slalom géant homme samedi et slalom dimanche. Il y avait de l'autre côté les filles qui étaient à Saint-Moritz pour 3 épreuves de vitesse. Et oui, un beau week-end sur Val d'Isère en France, avec des conditions atmosphériques là, totalement exceptionnelles, Mm. beaucoup de public, vraiment un beau week-end. Moi, je me suis fait plaisir là-haut, exceptionnel, un magnifique travail de la part de Ingrid Jacquemot, on la présente pas, ancienne championne de ski alpin qui est maintenant la directrice du club des sports de Val d'Isère, l'ensemble du club des sports, de tous les acteurs de la station. Ils ont fait un super boulot et c'était une magnifique réussite. Voilà, un très beau week-end, riche en résultats également. Oui, oui, riche en résultats avec le triplé suisse le samedi en géant. Ça fait longtemps, hein, je sais plus, je crois que ça date en géant, le triplé suisse. Il date depuis très 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 longtemps. Mm. Et puis nos Français, Pointu, qui fait une belle première manche avec quelques petites erreurs en bas. Il était quand même un peu déçu, Pointu parce qu'il finit 22e au total des deux manches. Léo Wangno et Thibaut Favreau, je dirais les trois leaders de cette équipe de France de géant, Mm. avec les jeunes qui sont vraiment, ils avaient bien skié en début de saison, hein, Zolden, Coppermonten et VL, et puis là, c'est pas rentré, comme on dit, dans le jargon, Mm. sur le géant. Et puis dimanche, le slalom, on attendait aussi Clément Noël, et il y a eu des jeunes qui sont rentrés aussi. Voilà, on a justement deux interviews, on commence par les dames. Honneur aux dames ce soir. On commence par les dames. Alors, les dames, je pense que vous avez l'interview de Romane. Là, Oui, c'était voilà. le Super G. Donc, à mon avis, c'est le Super G quand elle fait deuxième. Mm. Il faut quand même savoir, avant d'avoir son interview du Super Géant, c'est qu'il y a eu deux descentes, Mm. où lors de la première descente, eh ben, c'était le retour, euh, pas le retour, à la victoire, j'entends, Lindsey Vonn, 41 ans, Mm. qui regagne après ce qu'elle a vécu pendant pratiquement plus de 5 ans. Elle a été totalement absente du cirque blanc. Elle s'est fait opérer, elle a un genou pratiquement en titane. Elle y a cru, elle s'est entraînée. L'année dernière, c'était son retour avec un podium. Mais là, à Saint-Moritz, elle nous fait un week-end de rêve. Elle gagne la première descente. La deuxième descente, elle fait deux. Et le Super G, elle fait trois. Donc, j'en parle parce que c'est vraiment dans le monde du ski, c'est totalement exceptionnel ce qu'elle a fait. Lindsey Vonn, revenir d'aussi loin, Mm. quelle Mm. preuve, quel mental, quel travail, enfin, les qualificatifs, il y en a tellement. Mais j'étais vous savez, je regardais, j'étais avec les athlètes pendant la première manche et après la première manche du somme géant. Donc, vous savez, vous êtes dans l'hospitality, il y a tous les athlètes qui sont là, il y a les entraîneurs, il y a les techniciens. Je vous assure, c'était un silence absolu quand Mm. elle est partie sur les trois épreuves et tout le monde s'est levé quand elle a gagné. Ah bah oui. Ça, Quel- ça dénote de l'image que dégage l'INSEE et surtout, euh, enfin, quelle force de caractère pour arriver, encore une fois, à 41 ans, Mm. regagner une Coupe du Monde. Et attention, là, elle est vraiment, à mon avis, au-dessus du lot en vitesse. Alors, elle s'est entourée du Norvégien, Ansel Vidal, qui a gagné les Globes, qui est un des grands champions norvégiens. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'exploit
l'exploit du week-end dans le domaine du ski. Lindsey Bah Vonn. voilà, 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 c'est bien noté. On va retrouver une interview, Marc, de Laura Gauche, qui a terminé 5e, c'est ça? Alors, vous m'avez dit, on a Roman et Laura, c'est ça? Ou comme vous voulez, soit on fait Roman, soit on fait Laura, comme vous voulez. Chez vous, moi, je vous suis, on les écoute, puis après, on continue à discuter entre nous. Voilà, on va écouter d'abord Laura, voilà, au micro de la Fédération française de ski qui a terminé 5e, hein, c'est ça. Exactement, 5e du super géant. Bon, on l'écoute dans quelques instants, si tout va bien. Ouais, je suis trop contente, je me sens tellement plus légère. Franchement, après 2 descentes vraiment très très moyennes, fallait que je garde en tête que je skie bien en ce moment, je skie vite, je l'ai prouvé aux entraînements, mais voilà, le faire à la course c'est autre chose. Il y a toujours des gens qui sont très forts à l'entraînement et qui n'arrivent pas à le concrétiser en course, donc là je suis vraiment, vraiment contente. Ouais, j'ai regardé pas mal de filles au départ. C'est vrai que c'était dur à savoir la vitesse, comment ça allait être, etc. J'avais vu à la reconnaissance que le dernier saut, il allait être gros parce qu'en descente, ça nous freinait un peu et là, non. Effectivement, ils l'ont raboté tout avant le départ. Donc ça, pour le coup, j'avais bien vu et ça me l'a confirmé avec les filles. C'est vrai que je pense que c'était peut-être un avantage de partir 19 avec quelques informations plutôt que de partir 1 aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. 127. Voilà, une belle ambiance, on entend derrière, hein. Ouais. Saint-Moritz, une épreuve très technique avec énormément de mouvements de terrain. On a vu juste avant ces épreuves-là, la Suissesse Miguel Gising qui a pris une méga gamelle qui s'est fracturé la colonne cervicale, Ah qui a oui. été opérée. Ça a été aussi une grande surprise dans le monde féminin. Michel qui est pratiquement en fin de carrière et qui s'est grièvement blessé. Donc ça a mis un petit coup de froid là-bas chez les filles. Et puis le retour du soleil. Et Laura l'a dit, ben tant mieux pour elle, hein, de Mm. se retrouver, je dirais, avec les meilleurs, hein, puisque c'était Robinson qui avait gagné le super géant devant Roman qu'on va écouter après, Lindsay qui fait 3, Gojia qui fait 4. Donc là, vous faites partie des cadors sur cette piste encore une fois très technique, très compliquée, avec énormément de mouvements de terrain, des portes à l'aveugle. Et ben tout a relativement bien marché pour elle, avec aussi le matériel. Donc non, que dire de plus que ne serait-ce que de la féliciter, Laura, évidemment. Voilà, Laura. Bravo à elle. Et puis on va continuer également aussi avec cette fois-ci Roman également qui a terminé 2e du Super G. On l'écoute? Ah bah allez, on l'écoute tout de suite avec toujours, hein, bien entendu, ces vidéos, ces sons également et vidéos réalisés par la Fédération française de ski. Regardez. Comment tu analyses cette belle course? Moi, j'analyse cette belle course. Quand on skie et qu'on joue avec les meilleurs, ça fait des belles courses en général. Ok. Est-ce que ce premier podium sur ce premier Super G valide une préparation solide? Ouais, ça fait vraiment plaisir de se dire que tout ce qu'on met en place depuis le début de l'été, bah, finalement ça paye. J'avais quand même déjà bien attaqué la saison en descente et en Super G, bah, j'avais vraiment envie de mettre un gros cœur sur cette piste et j'ai réussi à skier libéré et à m'envoyer et voilà, c'est 8 centièmes. Je suis contente mais je suis déçue d'être à rien de la victoire, mais c'est le jeu. Justement, est-ce que ces deux courses en Super G, donc très bons résultats du premier jour, t'ont amené plus de confiance pour ce Super G? C'est sûr qu'on se sent peut-être un peu plus à l'aise avec la piste, avec la vitesse, mais j'essaie vraiment de différencier les deux et je sais que le Super G ça reste quand même ma discipline, donc j'essaie de pas trop en tenir compte. Okay. Est-ce que cette belle forme du moment que tu as montré cette semaine, cette bonne augure pour les courses à la maison la semaine prochaine à Val d'Isère? En tout cas, ouais, je me sens bien sur mes skis. J'espère vraiment réussir à garder cet état d'esprit pour le reste de la saison. C'est vraiment génial d'attaquer comme ça parce qu'on peut construire dessus et c'est des grandes répétitions générales avant les Jeux. Merci Roman. Voilà, Roman avec un grand sourire, hein, qui a donc remporté
Oui, oui, un magnifique, elle a toujours un magnifique sourire, Romane. Alors, ce qui est très marrant, c'est que sur l'interview, c'est Lionel Pélissier qui l'interviewe, qui est le directeur de l'équipe de France féminine. Donc ça, Ah. c'est plutôt marrant et cool. Mhm. On l'avait eu en interview en direct avec nous, rappelez-vous, Johan, Oui. pour Zolben. Donc c'est lui qui l'interviewe. Oui, je crois qu'elle a fait sa propre analyse. Romane, mon ami Eric Péchou, qui était en équipe de France, qui a été son coach, me disait toujours que elle avait la particularité, le supergéant, c'est une épreuve de vitesse. La différence par rapport à la descente, c'est que vous n'avez pas la possibilité de tester la piste, de faire ce qu'on appelle des entraînements. Et donc là, c'est une reconnaissance et on y va. Et elle a une grande facilité de gestion de la courbe. Et là, elle a pu trouver tous les éléments. Comme elle l'a dit, elle a travaillé énormément ce printemps, cet été, sur des gammes de slalom géant, qui est pour moi la base essentielle du ski. Et puis là, elle a fait aussi un bon week-end, hein, Romane, et Mhm. pas loin de la victoire. En tout cas, on était tous avec la banane quand on regardait la télévision en Val d'Isère. Et encore une fois, bravo à elle, bravo à toute l'équipe, à son technicien. Et on est vraiment très très heureux de cette magnifique deuxième place, mais aussi la cinquième place de Laura. Voilà, bravo à toutes les deux. Voilà, un très bon week-end pour elles. On va continuer avec des reportages, cette fois-ci réalisés par vous, Marc. Vous avez réalisé quelques reportages du côté de Val d'Isère. Oui, alors j'avais pris ma petite, voilà, on va écouter. Je suis allé voir en arrivant ce soir, je suis allé voir un technicien. Écoutez. Voilà, on écoute justement le reportage de Marc du côté de Val d'Isère. Allez, une spéciale là, il y a un technicien de Rossignol Dynastar. On va aller voir ça tout de suite, il est en train de préparer les skis pour demain. Je crois que c'est le technicien Herman, le technicien de Thibaut Fabreau et de Léo Angnon. Bonsoir Herman. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, Ça va bien? ça va rien. Ouais. Alors le technicien de Léo Angnon et de Thibaut Fabreau, qu'est-ce que tu fais de beau là? Tu prépares les skis pour demain, j'imagine? Ouais, je suis en train de juste mettre les fixations. D'accord. C'est ça, les skis sont prêts. Juste, il me manquait de faire ça pour avoir tout prêt pour demain. Et voilà. Alors là, on a ici, vous voyez, c'est Dynastar, c'est les skis de Thibaut. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paires chez Thibaut. Et à peu près pareil chez Léo, c'est ça, Herman? Ouais, c'est ça. Alors, non, on est dans le sein du sein, hein, c'est les préparateurs. Herman, pour demain, petit secret. Donc, Thibaut et Léo, ils ont quoi? Ils ont une paire d'échauffement, ils ont 2 paires de courses. Ouais, c'est ça. Deux paires de courses. Un paire pour chaque manche. Un paire de chauffe. D'accord, Et un ski pour les déplacements. d'accord. Pour aller de la piste de chauffe à la piste de course et tout. Des fois, il y a des cailloux, donc Ouais. il faut faire. Alors là, chez Léo et chez Thibaut, est-ce qu'ils utilisent les mêmes longueurs de ski? Est-ce qu'ils ont les mêmes cotes? Ou chacun a des cotes, comme on dit chez nous, différentes? Ah, ils sont des skis différents, mais en ce moment-là, ils skis qui sont la même ligne de côte. Donc, ouais, c'est pareil pour les deux. D'accord. Donc là, on voit que par exemple chez Thibaut, il a un 193, si j'ai bien compris. Il est que sur une longueur de 193. J'ai vu que là-bas, dans le petit coin, Léo, il a aussi peut-être des 191, mais demain, sur la face, ils partent sur un 193. C'est ça, Herman? 193, ouais. C'est ça, d'accord. Tu dis qu'ils ont 2 paires. Ces 2 paires préparées de la même manière. Est-ce que les cotes, est-ce que les structures sont différentes pour Non. demain? Non, sont pareils, sont tout pareils. Tout pareil, d'accord. Moi j'aime bien parler. J'essaye de faire. Ouais, eh oui, oui. Alors un peu plus précis. Là on est quoi? 87 comme on dit chez nous, 0,5, 0,7 à peu près. À peu près. Agressif, affûtage, très agressif. Non, on dirait pas, parce que normalement c'est prévu d'avoir les conditions pas super dures, donc ça sera un affûtage normal.
D'accord. en conditions européennes. Vous avez fait un peu de ski, je crois, à Courchevel. Là-bas, c'était comment? C'était très dur, glacé? C'était bien préparé la piste, pas super dur. Mais ouais, le deuxième jour c'était un peu plus dur, ouais, c'était une belle préparation. Euh, Toi qui étais aux États-Unis, qualité de neige complètement différente, Herman. Ouais, c'était un peu plus froid, même si c'était pas typique américain parce que il faisait pas trop froid. C'était plus agressif qu'ici. D'accord. Ça a été l'adaptation pour les gars, ça va? Ouais, les gars, ils sont super. Bon. Donc, ils s'adaptent très bien. Ils sont bons. Ok. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir, Herman. Je refais un petit tour pour repréciser. Vous voyez les paires de ski. Donc, vous avez ici, vous avez toutes les formes de plaques. Les plaques ici, les préparations de ski, le choix des skis. Voilà, vous avez en fait des références, des cotes ici qui sont marquées. Voilà, en fonction. Et c'est un choix en fonction des qualités de neige et de pistes, surtout là sur la face de Bellewaerde. Voilà. En tout cas, merci encore, Herman. Bonne chance demain. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour ce reportage réalisé en plus par notre Marc Garcia du côté Val d'Isère, vraiment très intéressant. Hein, justement, quand on affûte les skis et tout, c'est quand même une grosse préparation, Marc. Hein. Ouais, vous avez vu, pour deux bonhommes, pour deux athlètes, le nombre de paires de Ouais. skis, c'est absolument impressionnant. Ah Et ouais. je voulais vous montrer qu'en fait, c'est la Formule 1. Donc là, quand on dit ils partent le matin avec deux paires de skis, sachez que toutes les autres paires de skis sont aussi prêtes. Parce que entre ce qui a été préparé et choisi, eh ben, ça peut changer quand ils vont faire la reconnaissance, hein, c'est-à-dire la qualité réelle qu'ils vont avoir sur la piste de course, mais aussi sur les formes de tracé. Donc ça, c'est alors l'avantage à Val d'Isère, comme c'est pas toujours le cas, ben, vous vous trouvez au pied de la face, donc quand ils redescendent, ils prennent le télésiège, ils peuvent dire attention, voilà, là je suis parti là-dessus, je change de ski, je change de longueur. Donc c'est merci à Herman, merci de m'avoir permis de rentrer et de faire surtout cette petite interview. Mm. Alors je me suis un petit peu trompé parce que j'ai parlé des skis de Léo Anglo, je vous ai Mm. parlé des différentes longueurs de ski. Mais il y avait aussi il y avait des paires de skis de 1,98 m parce qu'ils ont différentes options. Vous avez 191 avec, les 193, pardon, avec plus ou moins 5, c'est les tolérances internationales. Et donc, vous avez vu que les marques, ils ont des longueurs particulières. Ils ont aussi ce qu'on appelle des cotes, c'est-à-dire c'est le côté latéral du ski, mais aussi la structure du ski qui peut varier. Et tout ça, ben, c'est la Formule 1. Et tous discutent le matin avec son technicien. Ah ouais, c'est grosse préparation quand même. Hein. C'est assez Ouais. surprenant de voir l'envers du décor hein, d'une course de ski. Hein. Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de. Alors ça vous paraît, je dirais, simple quand on le voit. Il a son tournevis, il a sa visseuse, il remet des, des fixations sur les skis. Et en fait, vous avez aussi des plaques. Vous avez une plaque qui se situe au niveau du ski, mais vous avez aussi en addition sous la fixation des plaques de 1 mm, 2 mm, 3 mm. Tout ça, c'est variable. Et en fait, les athlètes, en fonction de la pente, en fonction de la neige, eh ben, soit ils restent, on va dire, sur une position parfaitement plane ou on surélève un peu plus le talon, on surélève un peu plus l'avant de la chaussure. Et là, on le Mm. voit, voilà, vous le voyez là, ça vous paraît anodin, mais là, Mm. ils ont décidé d'utiliser, ou en tout cas prendre des choix, de plaques dessous, par rapport aux entraînements qu'ils ont eus, en disant, bah voilà, voilà sur quoi on part. Aussi, non pas que sur les skis, mais sur ce qui se passe au niveau de surélévation et de hauteur sous la chaussure de ski. Voilà. Voilà, c'est ces explications qui nous alimentent justement ces images qu'on a pu voir avant avec ce reportage de Marc Garcia. Merci Marc pour ces explications très détaillées. On va continuer vos reportages, Marc, parce que vous n'avez pas réalisé qu'un seul. On va continuer avec le deuxième ce soir. Marc, toujours du côté de Val d'Isère. Hein. Oui, alors c'est après le géant. Donc j'ai eu Ouais. la chance d'attraper, et là c'est Youl, le fameux Youl. Vous savez, je vous en parle tout le temps, Philippe Petitjean. Oui. Vous l'avez à Oui. l'écran. C'est celui, avant de faire mes débriefs, je l'appelle tout le temps pour lui demander les qualités de neige, qu'est-ce qu'elles a été les options, Ah, les c'est lui choix. Donc qui. maintenant, il est technicien
chez les Italiens avec De La Vite et Borsotti. Après, on aura Fred Perrin, le chef des sommeurs géantistes français. Mais écoutez ce qu'on se dit entre nous avec Yul. C'est cool. Voilà, on écoute. Hey Yul, ah, Yul, Philippe Petitjean, salut mon Yul. Bonjour. Ouais, salut Yul. Alors, globalement aujourd'hui, on vient d'en parler il y a 2 secondes. Belle course pour tes Italiens. Ouais, c'est une bonne course. Voilà, c'est en devenir, mais au moins il y a des choses positives. Alors moi, avec toi, je t'appelle souvent. Les qualités de neige aujourd'hui, ça a amené quoi comme préparation, changement entre les 2 manches? Bah, c'est un peu la neige qu'on avait aux États-Unis, c'est-à-dire pas très dure, où ça accroche beaucoup, donc il faut enlever un maximum. C'est pas une chose qu'on fait d'habitude. J'ai dû me forcer pour vraiment enlever beaucoup. D'accord. Donc, Voilà pour cet extrait, Marc. Oui, alors en fait, vous avez vu, on parlait des degrés d'affûtage, les 87, c'est les angles latéraux. Hein. Vous avez un angle à 90 au niveau de votre quart, et puis plus vous fermez, plus c'est un angle à 88, 87. Mais surtout, après, vous pouvez avoir un angle qui est comme ça, avec un affûtage, et il a expliqué, hein, il vient de le dire rapidement, c'est que c'est pas courant de la part de ces techniciens. Tellement cette neige était vraiment agressive, c'est que ces meilleurs skieurs du monde, ça a été la subtilité, je dirais, ou en tout cas tout le week-end, on en a parlé autant chez les géantistes que les slalomeurs, c'est que les gars sont c'est des leaders, hein, Léo Dermat, les Meillard, les Clément Noël, mais que comment les choses allaient être abordées avec les techniciens pour, en général, désaffûter, ce qu'ils font pas tout le temps. Et on a vu que ça a posé certains problèmes à certaines équipes ou à certains athlètes, dont je citerai pas les équipes, mais en tout cas pour lui, avec Yul, il a enfin pris le choix comme il dit, de désaffûter. Alors, vous désaffûtez la quart avec simplement un papier de verre, vous passez sur la tranche de la quart, comme ça, ou alors ce qu'on appelle une gomme, et en fonction de l'athlète, de la façon dont il skie, de la sensation qu'il a, vous enlevez un peu plus de la quart, un peu moins de la quart, et c'est comme si vous avez, comment dirais-je, vous choisissez des gommes de pneus différentes en fonction de ce que vous avez, soit de la neige, soit une route mouillée, soit une route sèche. On en est là au niveau du ski. Voilà. Pour ces explications, on va continuer avec votre 3e reportage ce soir. Justement, on va retrouver une figure. On l'a déjà rencontré il y a quelques temps, Marc. Hein. Oui, on était vous rappelez-vous, à Pixtal, quand il préparait Zolden. Il était avec Kevin Page, donc lui, au-dessus de lui, il y a David Chastan, et lui, c'est le chef du groupe technique, ce qu'on appelle technique géant et slalom spécial chez les garçons. Donc, Fred Perrin, vous allez voir ce qu'on se dit. On va l'écouter. Bon, on l'écoute. Allez, Fred Perrin, salut Fred. On vient d'en parler il y a 2 minutes. Alors, je dirais presque le débrief, ta petite analyse aujourd'hui. L'analyse aujourd'hui, c'est qu'on passe au travers, donc on est tous un petit peu déçus parce qu'on était plutôt sur une bonne dynamique avec tout le monde, et puis là concrètement on passe au travers, quoi. Donc il va falloir qu'on analyse les images vidéo et qu'on discute un petit peu avec les athlètes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui les a gênés. Et puis voilà, on a 2-3 pistes en fonction de ce qu'on a vu sur la piste, mais c'est vrai que sur des neiges comme ça, on a peut-être des petites choses à régler, quoi. Ouais, on en parlait, on va dire en antenne, hein, Fred, pour essayer d'analyser. Alors, le commun des mortels ou les gens qui nous suivent, enfin la neige elle est blanche, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas des techniciens. Bon, là, on va parler de ces fameuses neiges abrasives qui ont tendance à tenir les skis. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre l'art technique et aussi le matériel choisi par rapport à ces qualités de neige, ou pas du tout? Question bête, hein, peut-être. Alors je pense que c'est un ensemble, hein. Quand on est dans des contre-performances comme ça et qu'on fait les athlètes qu'on a, on peut automatiquement se dire qu'on n'a pas su mettre en place les choses techniquement, et peut-être que certains athlètes étaient peut-être gênés par des setups peut-être un petit peu trop agressifs, sur des neiges qui sont agressifs. Faut en discuter un petit peu avec tout le monde, c'est compliqué d'avoir des certitudes là-dessus.
faut voir un petit peu les sensations qu'avaient les athlètes après la manche là pour savoir un petit peu Et Fred, gommer un petit peu ça quoi. concrètement, on parle de neige à Bradive. Le résultat à Velde, il était bon. À Copper, il y avait un bon résultat d'équipe. Ouais, Sincèrement, entre nous. Ouais, On va non, pas mais dire c'est que sûr, hein, la c'est neige sûr. agressive, vous l'aviez vécu là-bas. Non. C'est pour ça que D'accord. c'est pour ça que je pense qu'aussi techniquement on a peut-être manqué de justesse par rapport à ce qu'on doit faire sur des neiges comme ça. Et est-ce que, alors, question peut-être bateau, est-ce que la pression d'être en France, d'être ici à Val-d'Isère, peut-être de vouloir trop bien faire, on sait que ça peut exister, hein, mais Je pense que ça a peut-être aussi un rôle, surtout sur des neiges comme ça, parce que quand on veut trop en faire sur des neiges comme ça, on est directement sanctionné. Et c'est peut-être ça. Et après, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Quand on regarde la première manche d'Alexis, bon, il y a encore des fautes aussi. C'est sur une piste comme ça, avec une neige qui est aussi tolérante que ça, faire des fautes, on peut vite passer au travers. ouais, bah, on a vu les meilleurs, on a vu Odermatt, on va dire pareil. Hein, C'est pas, il n'y a pas que nous qui sommes dans ce cas-là, hein, de toute manière. Hein. Donc voilà, à nous maintenant d'identifier ce qui n'a pas fonctionné pour rebondir sur Alta Badia. Ça va être ce qu'il va falloir qu'on fasse. D'accord. Et déjà, il y a demain le slalom aussi, Fred. Tu as aussi une belle équipe de slalomeurs, hein, On a une concrètement. très belle équipe de slalomeurs. Alors, ma question, comment il est, Paco? Parce que le dossard rouge, on sait très bien, et c'est le rôle du coach d'essayer de... Bon, allez, on baisse la pression. Clément, chez lui, enfin bon. Bon après Clem il a l'habitude de ce genre de choses. C'est même lui ça le fait même kiffer ce genre de choses, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Paco c'est que des nouveautés. Et là il est bien, mais là où ça va changer c'est quand il sera derrière le portillon demain. Voilà. Et il faudra qu'il reste lui-même. Facile à dire, pas facile à faire. Ouais, on est d'accord. Et les jeunes alors là, parce que t'as tous les jeunes aussi. Bon, t'as Il y a aussi tous les jeunes. Steven, t'as tous les jeunes, Totor, mais les jeunes derrière. Ouais, Totor c'est bien. Les jeunes aussi, donc voilà, maintenant il va falloir aussi peut-être tirer les conclusions d'aujourd'hui pour faire en sorte que nos slalomeurs soient pas dans la difficulté demain. Ouais, puis on sait qu'en slalom, avec ces difficultés de la face, aujourd'hui, les 50 meilleurs, ils envoient du pâté, comme on dit. Hein. Ouais, bah, de Aujourd'hui, toute façon il y a de la densité, hein, même là aujourd'hui au niveau de la course. Hein, aujourd'hui, je crois que Léo il finit 18ème, il est à 1 seconde 17. Hein. Ouais. Donc c'est pas non plus à des années-lumière, hein, mais ça reste 18ème avec voilà. Bah, je suis certain qu'on va régler les problèmes. Après faut qu'on discute un petit peu avec eux. Ouais, voilà. C'est une question de patience, tout ça aussi. Ouais, question de patience. Faudra qu'on se creuse la tête un petit peu. Ok, merci. Puis merde pour demain, Fred. Merci. Salut Fred, merci. Allez, ciao. Voilà, avec cette interview faite par Marc Garcia. Alors, voilà, on a pu voir justement le bilan. Hein. Oui, il a bien expliqué, hein, Fred. Hein, Ouais. c'était intéressant ce qu'il a dit. Encore une fois, je reviens sur ce week-end particulier avec cette qualité de neige, hein, et qui a posé un problème à tous les coureurs, à tous les athlètes, encore plus en slalom avant-hier, puisque on a vu énormément de mecs par terre, on a vu énormément de slalomeurs enfourchés, alors notamment Clément Noël, mais pas que. On a vu Matt Graff qui a dû faire cadeau d'une carte bâton, je pense, aux spectateurs, tellement il était en colère d'avoir enfourché. Paco Rassa qui a enfourché. Il y a eu un certain nombre d'athlètes qui ont enfourché hier en slalom. Bon, c'est quand même une des particularités chez les slalomeurs, faut quand même être clair. Mais voilà, je crois qu'il a bien résumé Fred. En tout cas pour nous, le camp français, une déception chez Giantis parce qu'on attendait aussi les jeunes derrière. Léo, de mémoire, je regarde mes fiches, 19, 28, 22 et Thibaut 10, 27. Ça a été plutôt une contre-performance à la deuxième manche. On attendait mieux de leur part, mais c'est l'incertitude du sport concernant le géant. Et puis le slalom, le slalom, ils ont fait, en tout cas, c'est encore une fois, c'est les Norvégiens qui gagnent devant Meillard qui fait un magnifique week-end, il fait 1 et 2. Et surtout, la particularité chez nos jeunes, Auguste Holnet qui partait avant-dernier 68, qui fait 20 à la première manche et qui termine 11e.
Pour un mec qui a été son 4e départ de Coupe du Monde et qui rentre dans les 20 et qui finit dans les 15, eh ben, j'imagine que c'est du bonheur, y compris pour Hugo Desgrippes, qui se bat depuis très très longtemps pour entrer dans ce qu'on appelle dans les 30 meilleurs et qui finit dans les 15. Les deux jeunes. Alors Azolin, le petit Azolin, Antoine n'est pas passé de peu. C'est le petit Honnête qui le sort des 30. Steven qui finit 9e, Totor 18. Sincèrement, quand Clément il enfourche, à mon avis, Mhm. vu l'avance qu'il avait, il était pas loin du podium, ou en tout cas, il pouvait peut-être même gagner. Mais encore une fois, cette neige qu'on a vue ce week-end, ça Mhm. fait, ouais, c'est dans l'histoire. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de voir ça pour une Coupe du Monde. Des neiges qu'on Ouais. appelle ça agressives. Agressive, voilà, qui va justement change tout, quoi, Ouais, lorsqu'il s'élance, quoi. exactement. C'est-à-dire que ça a tendance en fait à Dakar, hein, qui est l'élément, le métal sur la neige, qui est déjà Mhm. une force de résistance incroyable au frottement. Et ben quand c'est trop affûté, et ben du coup, vous n'avez pas la possibilité, comme on dit, de lâcher les skis, d'accélérer. Et en fait, vous vous battez. Et comme il l'a dit, quand vous êtes chez vous, que vous avez tendance à vouloir tout péter, tout casser et d'en rajouter un peu, eh ben, sur ces types de neige, c'est pas la meilleure formule à adopter. Mais c'est comme ça. C'est toujours le sport de haut niveau. C'est toujours mise en question constante chez les athlètes. C'est comme ça dans tous les sports. Voilà. Voilà pour ce week-end qui était donc très chargé avec plein de résultats du côté de Val d'Isère. Alors, quel est le programme pour le week-end prochain? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en ce moment, alors je vais Ah essayer de oui, regarder mes tablettes, Courchevel. mais il y a Courchevel, non, c'est Courchevel chez les ça? femmes en nocturne. La deuxième manche aura lieu, je crois, à 20h45 chez nos amis d'Eurosport. Alors, je Mhm. vais essayer de retrouver mes notes parce que vous voyez, j'ai pris je regarde, il y a un site sur la FIS qui vous permet de suivre les athlètes. Donc, Suivre, ouais. encore une fois, eh ben, c'est première manche Schifrin qui domine largement, hein, pratiquement 1 seconde sur la Suissesse Camille Raes. Léna Dur qui est derrière. Alors la première française, vous allez me poser la question. Marion Mhm. Chevrier, qui Ah, finit, qui est 12e après la première manche. Marc Farlane, vous rappelez-vous, aux États-Unis, qui gagne la deuxième manche, finit 13e. Ensuite, on a Marie Lamure, 18e. Voilà, les trois qu'on attendait sont qualifiés. Il y avait une alors je cherche son prénom, qui finit 33e. mhm. Donc, belle course des Françaises. Bon, là, la Chifrine, déjà, comme on dit, pratiquement 1 seconde à la première manche. Pour vous donner un ordre d'idée, la 9e, elle a plus de 2 secondes. Donc, ça fait mal déjà. Ça commence comme on dit, ça décoiffe. Deuxième manche, 20h45 chez nos amis d'Eurosport. D'accord. D'ici 45 Euh, minutes. Dans 45 minutes, voilà. voilà, à Courchevel. Estelle Alphand, la fille de Luc, qui finit Mhm. 17. De l'autre côté, vous savez que je suis beaucoup avec les Japonais, la japonaise Oui. Ando qui se requalifie encore et qui finit 22e. Et la palme revient à Nathalie Falk, pardon, l'Autrichienne, qui avec le Dossard 54, finit 23e. Voilà. Belle première manche à Courchevel où les conditions étaient, à mon avis, très très bien. Les conditions de neige aussi. Pas Mhm. trop verglacées. Un beau public, un beau slalom en nocturne. Donc c'est bien. Ça, c'est Voilà. pour ce soir. Là, Ouais. on est sur les épreuves de vitesse et que les filles, elles vont arriver sur Val d'Isère le week-end, là, vendredi, samedi, dimanche, sur descente Mhm. super géant. Donc, si vous voulez aller voir nos Françaises, mais Lindsey Vonn aussi, sur la piste Oreiller-Quilly, on sera pas sur la face de Bellevarde. Et les garçons, alors, sont sur le grand week-end prolongé des Dolomites avec la fameuse descente de Val Gardena, le super géant de Val Gardena, mais aussi la descente de Vesle qui a été reprise pour ces épreuves de vitesse. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. De mémoire, il y a la descente de Vesle d'abord, ensuite il y a le super géant et on termine par la descente de Val Gardena. Et ils vont enchaîner le lundi, mardi par le fameux géant d'Alta Badia et le salon d'Alta Badia. Donc vous voyez que pour les hommes, le programme est très chargé, ainsi que pour les femmes. Voilà. Très gros week-end encore et on en reparlera bien entendu avec Marc hein, dès la semaine prochaine. Voilà. Et oui, et Johan, vous êtes sur Annecy, vous. Tout à fait. Et On est bien. vous avez, pour tous ceux, aller au Grand Bornand. Il y a la Coupe du Monde de Oui. biathlon.
Faut pas également ce l'oublier. week-end. La place Et du lac oui. sera sur place, hein. Je pense que Jean-Noël sera par là-bas, hein. Ah Je bah si pense. Jean-Noël il nous fait pas une spéciale là-bas, on lui dira d'aller voir Jean-Paul Giacchino qui s'occupe du tir chez les féminines. C'est Ouais. l'une des plus belles épreuves de biathlon au monde avec le public et le site. Parce que là, vous êtes carrément dans le village, vous le savez, du Grand Bornand. On attend beaucoup de monde, les conditions sont Oui. très bonnes et on attend encore une fois puisque les Perrault avait gagné, donc les biathlètes ont gagné, les garçons ont gagné le week-end dernier. Donc là, ils arrivent tous bien remontés chez nous en France. Et cette épreuve de Coupe du Monde au Grand Bornand reste un magnifique événement. Alors Juste allez-y, avant Noël. allez-y aussi, Johan, Voilà, allez-y. voilà, juste avant Noël, voilà, on va aller faire un petit tour ce week-end, hein. On va essayer de ramener des images et quelques interviews qu'on verra avec Marc, hein, justement, on reviendra dessus, hein, dès donc la semaine prochaine, juste avant Noël qui approche à grands pas, donc la Coupe du Monde de biathlon, donc un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end au Grand Bornand, c'est dans les Aravis, voilà, pour ceux qui veulent s'y rendre. Johan, Oui. on n'a pas de questions. Alors, les questions, alors j'ai pas regardé parce que vu qu'on était tellement dans les reportages. Ah si, nous avons quelques questions en direct. Ah bah justement sur YouTube, que penser des performances de Lindsey Vonn et de Loïc Meillard? Lindsey Vonn, je vous en ai parlé tout Ah à ça y l'heure, est, ça apparaît. c'est quand même l'exploit, mais l'exploit je dirais presque du siècle, hein. Je pense que le commun des mortels, et en tout cas l'ensemble des skieurs ne se rendent pas compte, c'est exceptionnel. La victoire de Lindsey sur tous les podiums, c'est dans les annales, enfin c'est à mettre vraiment dans l'histoire. Encore une fois, avec tout ce qu'elle a vécu, 5 ans d'absence, vous vous rendez compte? En général, on s'absente 1 an, 2 ans, on se dit bon, voilà, c'est difficile de revenir. 5 ans, elle a pris le temps, elle a été patiente, elle a travaillé, elle s'est entourée d'un gros champion qui est Ansel Hmm. Vidal. Donc là, chapeau. Loïc Meillard, alors j'étais avec les techniciens et les Suisses puisque Thierry Ménet de Bellevaux, qui est un Français entraîneur d'équipe suisse, ils ont sacrément pris en peu de temps, ils l'ont bien reposé, ce qu'on appelle techniquement sur ses skis. Loïc était pas loin de faire la passe de 2. Moi, je m'attendais pas sincèrement de la façon dont il a abordé Val d'Isère sur cette piste très raide. Je l'avais vu un peu en difficulté depuis le début de saison à Zolden, à Copper et à Vel. Et là, il a passé le cap au-dessus. Ils sont arrivés à le repositionner correctement sur ses skis. Ça vous dit, ça veut simplement dire qu'il avait tendance à avoir beaucoup de jeu vertical. Quand on cherche à aller vers l'avant avec le bassin, eh ben, on confondait un petit peu une verticalité qui fait qu'il pompait et qu'il n'arrivait pas à trouver les bons appuis et d'accélérer le ski. Là, il avait le parfait setup, hein, le ski, les fixations et tout ça. Un magnifique week-end de Loïc Meillard qui a quand même un toucher de neige exceptionnel. Bravo à nos amis suisses et Loïc a été le digne représentant de ces Suisses, évidemment. Voilà pour la réponse sur YouTube. On va continuer également avec une autre question très intéressante. Avez-vous également constaté que depuis le début de la saison, la relève française affiche une belle densité? Oui, je vous en parlais. Alors là, ils sont passés un petit peu au travers, notamment en géant, puisqu'on attendait Moricchioni, Loïc Parent, Fabio Vital, qui était qualifié, ils étaient tous les trois qualifiés sur les précédentes Coupes du Monde de géant. Là, ils sont passés un petit peu au travers et chez nous à la maison, peut-être en voulant rajouter un petit peu plus. On a ces nouveaux slalomeurs qui arrivent, c'est jeune. Oui, il a raison de le souligner. On avait ces dernières années une grande domination, notamment au slalom des Suisses. Alors, ils sont toujours là en vitesse et en géant. Là, nos Français, il y a, voilà, depuis le temps, les meilleurs, les leaders, hein, font que les jeunes arrivent derrière et on commence à avoir une belle densité en Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Ouais, une belle densité. Alors, également, une autre question aussi. Quel est votre avis sur la... Ah bah tiens, c'est très intéressant. Quelle est la nouvelle, votre avis sur la nouvelle machine à injecter utilisée à Val d'Isère? Justement, on y était ce week-end. Oui, alors, ça vous dit peut-être rien, Johan. Jusqu'à Dites-moi un maintenant, petit peu, justement. on avait ce qu'on appelait ces Steinbach, vous savez, c'est un grand tuyau, comme avec des râteaux. Donc, vous avez X personnes qui se déplacent, et on porte tout ça, on déplace de centimètre par centimètre.
on injecte de l'eau, et là, c'est une machine, en fait, c'est un ratrac, ce que vous avez pour préparer les pistes de ski. Simplement, les Italiens, à la tuile, ont modifié. Donc, vous avez un tuyau avec un gros enrouleur qui alimente évidemment avec l'eau en pression. Ça peut être entre 7 et 11 bars pour les techniciens. Et donc, sous cette lame, vous savez, ils ont des lames pour pousser la neige. Ils ont un système de, justement, ils ont les injecteurs, ils ont cette espèce de râteau qui permet, lui, en fait, il redescend, il a son treuil, il redescend quasiment en marche arrière. Et donc, tous les X, hop, il descend de sa lame, il injecte en fonction de la hauteur de neige, en fonction de la température de la neige, en fonction de l'hygrométrie de la neige. Et ça, et accessoirement, s'il a besoin, il a même 2 lances à incendie sur la partie supérieure, en disant qu'il peut faire ce qu'on appelle un spray. Et on a vu que, à défaut d'avoir une neige complètement bleue, comme on dit chez nous, vous savez, une patinoire, et ben ça amenait. Alors, c'est compliqué d'injecter, d'avoir des pistes vraiment gelées quand la neige est très froide. Et là, je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu qui a fait que c'était une neige compacte, agressive, qui s'est pas trop détériorée passage après passage. À voir, mais en tout cas, ça avait payé en Italie et j'ai l'impression que ça a fait du très très bon boulot à Val d'Isère. Voilà, pour cette machine. Bah, voilà. On apprend plein de choses avec Marc. Merci pour ces explications. On va continuer avec Pierre Ognium. Justement, il a entendu à Val d'Isère les commentateurs dire qu'il fallait pousser dans la diagonale. Quel sens a ce commentaire pour vous? Qu'est-ce que ça peut vous dire, vous, Johan, qui est le grand expert de la place du village? Qu'est-ce que ça vous dit d'entendre parler d'une diagonale? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas. Allez, dites-moi. En fait, si vous voulez, tout simplement, vous faites des virages, un virage sur virage. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, quand vous avez fait votre virage, vous avez le piquet qui est de l'autre côté. Vous êtes, en fait, diagonal par rapport à la ligne de pente. La ligne de pente, c'est la ligne la plus directe du haut en bas. C'est-à-dire, si vous voulez aller le plus vite, vous allez droit, ce qu'on appelle droit dans la ligne de pente. Et la diagonale, c'est toute la partie de transition entre le moment où vous tournez le piquet et vous allez chercher l'autre. Vous tournez, hop, vous faites votre diagonale, hop, vous tournez, vous refaites la diagonale. Donc, en fait, cette diagonale-là, elle peut être utilisée au sein des entraîneurs, en tout cas de certains experts, je dirais. Ça veut tout dire et pas grand-chose. C'est-à-dire que cette diagonale-là, l'idée, c'est que dans cette phase de diagonale, il faut permettre au ski de s'accélérer, mais surtout d'avoir le moins possible de trop de diagonales. C'est-à-dire que plus vous allez fermer votre virage, moins vous allez aller vite. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir toujours les skis le plus dans le sens de la pente, et plus vous êtes dans une diagonale excessive, et ben plus vous freinez. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle les diagonales, et être capable d'accélérer dans la diagonale. Encore une fois, c'est comme une voiture. Vous êtes capable de mettre en appui sur votre voiture, mais vous êtes aussi capable de mettre votre voiture, ce qu'on appelle en dérive. Et tout ça, ça veut dire certaines choses pour les techniciens. Et c'est effectivement, je comprends Pierre. Ça veut pas nécessairement dire grand chose. C'est très très difficile à comprendre ces histoires de diagonale. Après, vous savez, on peut toujours être un expert et de sortir des thèmes. Vous savez, je peux vous dire, c'est quoi l'équilibration antéro-postérieure? Ça va pas vous dire grand-chose. Non, du tout. Voilà. Là, des termes très précis, très techniques. Justement, toujours avec Pierre, est-ce que les filles de la vitesse font beaucoup de ski libre, de freeride, selon vous? Pas suffisamment. Je vais être clair avec vous. C'est que je me bats constamment sur aujourd'hui. C'est toujours l'escalade de la compétition. On veut faire du piqué, on fait du piqué. L'apprentissage du ski se fait beaucoup, ce qu'on appelle en ski libre, il faut varier ses plaisirs, ses programmes d'entraînement. D'ailleurs, Svindal, qui est l'entraîneur et qui était un grand champion, qui s'occupe de l'In7, il expliquait que le ski, il a d'abord appris ce qu'on appelle en ski libre, au travers du freeride, au travers de certaines choses. Alors, je vous rassure, les skieurs alpins, le vrai freeride où vous êtes dans ces grands couloirs et vous sautez des barres rocheuses avec des figures, c'est pas tout à fait le même sujet. Mais d'aller faire du ski hors piste et d'aller avoir cette variété de travail,
ce n'est que mieux pour, pour être performant dans les piquets. Vous voyez, en musique, je sais pas si vous êtes passionné de musique, vous voyez les Oui. gars qui font de la musique classique, ils se sont loupés. La première chose, c'est qu'ils repartent avec leur gamme, ce qu'on appelle des gammes. Et ben, c'est la même chose au niveau du ski. Euh, ok, on veut faire la compétition, on veut faire les piquets, ce qu'on appelle les piquets du slalom géant et autres, mais le ski s'apprend hors des piquets. C'est une évidence. Voilà, pour ces explications sur justement ce ski et le freeride. Également, on va rester avec Pierre hein, qui pose des questions très intéressantes du côté de toujours à Val d'Isère. Les lisseurs portent des casques, les coachs non. Pourquoi selon vous? Tiens, on a vu que nos confrères du Dauphiné avaient fait un reportage sur le port du casque Vous durant la avez vu semaine. que Et ils nous ont écoutés, hein, je pense. Donc, je sais on qu'ils en a parlé. ils nous aiment beaucoup, donc voilà. On en a parlé parce que quand Philippe et moi-même, on a fait le sujet quand Ouais, il est venu voir chez moi ouais. et qu'on a fait le sujet sur la sécurité et que notamment j'ai exprimé, en tout cas, une certaine expérience et encore une fois, je n'impose rien, j'ai expliqué ce que je Oui. pensais en termes de sécurité. Je vous rassure, hein, j'ai des copains, on va appeler ça des copains ou des gens professionnels qui sont pas et qui ont essayé de me taquiner un petit peu sur ces histoires de porter le casque et que c'était un peu Il y excessif, a toujours, hein, qu'il oui. fallait une certaine liberté, faire l'unanimité. En tout cas, c'est pas mon sujet, absolument pas. J'émets toujours des idées parce que j'ai toujours le souci de la sécurité pour l'ensemble des skieurs, pas que pour les compétiteurs. Mais Pierre, il a raison, c'est que ça dérange presque plus les professionnels, pour être clair, hein, Mmh. Johan. Mmh. Mmh. Ça dérange presque plus. Alors il y en a, évidemment. Moi, je vais pas refaire le monde parce qu'ils vont l'écouter. On s'est, on s'est expliqué sur la piste. J'étais pas très cool avec eux. Mais après, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez si vous n'avez pas envie. Mais je pense qu'en termes, il précise spécifiquement pour les entraîneurs. Je pense que la FIS doit imposer lors des compétitions sur les endroits d'échauffement, mais aussi sur la piste. Chaque personne qui arrive sur une piste, il n'y a pas à discuter 40 ans. Alors là, par contre, là, moi, je reste convaincu. Il y a effectivement des coachs qui n'ont pas et qui n'ont pas porté de casque parce qu'il n'y a pas d'obligation. Ceci étant, si Mmh. vous êtes Ah, coach et que vous allez en Italie, vous allez prendre 135 € d'amende. D'accord? voilà, Et à mon c'est avis, ça. ça va en prendre le sujet aussi en Suisse. On est gentil en Encore une France, fois, hein. quand vous demandez à vos athlètes, parce que quand vous êtes entraîneur, vous demandez à vos athlètes d'avoir un casque, vous lui Mmh. demandez d'avoir une dorsale, Mmh. oui, ça veut dire qu'il y a protection du dos, Ouais, il a pu et montrer, que ouais. Mmh. vous-même, vous ne montrez pas l'exemple. Alors après, Mmh. ce n'est, chacun fait ce qu'il veut. J'allais leur dire, bah, vous savez quoi, si t'as envie de te péter la tête, si t'as envie de te faire mal, si t'as envie de faire des trucs, bah, tu Mmh. sais quoi, C'est ne mets pas ça. de casque. Mais vous savez quoi, on en parlait à Val d'Isère, c'est que j'ai aussi eu des copains qui sont montés pour le critérium, qui sont partis de leur voiture, qui sont montés au pied de la piste, euh, sans avoir des skis. Et ben les mecs, ils ont glissé, vous savez, hein, ils ont glissé, bim, ils sont tombés et la tête a tapé par terre, simplement en se déplaçant et en marchant. Alors quand vous avez en plus les skis sur l'épaule et les chaussures de ski au pied, et ben le casque, peut-être que j'irais pour le coup prendre un pet au casque. Il vaut mieux Ouais. essayer de se protéger la tête, mais il a raison, Pierre. On l'a vu, Mmh. on l'a vu. Après, vous savez quoi, sincèrement, on verra comment l'avenir évolue, mais globalement, c'est à chaque personne de prendre sa propre initiative C'est et décision voilà, en décision, fonction ouais. Mmh. de sa propre sécurité. Voilà, c'est très important. Voilà ce message. On reviendra hein, sur ce sujet, à Marc, dans nos... Et en plus, c'était très nombreux à réagir avec le reportage de Philippe, surtout sur TikTok. Il y a eu plein de commentaires sur TikTok. Ah bon? Ah oui, il y a beaucoup de jeunes qui suivent TikTok et on a posté la vidéo. Et c'est vrai que sur TikTok également, il y a eu pas mal de commentaires justement bah, sur ce sujet, sur le cas. Également aussi sur Instagram. Beaucoup de gens ont réagi aussi sur YouTube. Voilà, alors, donc pour ceux qui veulent revoir les commentaires et surtout le reportage, n'hésitez pas à aller sur nos plateformes. Dernière question, Marc, il est 20h14. Même si on a rallongé l'émission, c'est super intéressant. On va rendre l'antenne dans un petit quart d'heure quand même. On voit que les tracés deviennent un peu plus tournants. Je trouve ça excellent. Est-ce une directive de la part de la FIS pour les traceurs?
Alors, vous savez pas, le monsieur qui est derrière ça, il s'appelle Jean-Jacques Rey. Je salue mon ami Jean-Jacques Rey. C'est un gars de Anvers, là-bas, à côté de Ah, Crans-Montana, et on s'est connus il y a très longtemps. Il faisait partie de l'équipe suisse, spécifiquement sur en géant. Donc, il a la connaissance de la compétition, évidemment, Jean-Jacques Rey. Alors, Jean-Jacques, pour répondre à ta question, il n'y a pas eu de directive particulière vis-à-vis de la FIS, parce qu'en fait, la seule chose qui se passe, c'est que on a, on a notamment sur les géants et en tout cas les slaloms, il y a en fait, vous avez, on a la longueur de la piste, d'accord, Johan. Ensuite, vous hmm, avez le dénivelé de la piste et en fait un calcul et on vous dit il faut mettre tant de portes. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait une tendance un petit peu à l'excès de la vitesse. Alors on a vu que ben la vitesse, ok, c'est bien, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, ça excite certainement, mais il y a eu beaucoup de chutes et de chutes très graves. hmm. Donc on est revenu sur des formes de tracés avec toujours une norme internationale qui demande certainement à évoluer. Mais en tout cas, on a vu des formes de géants, notamment, et de slalom, qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous, les techniciens, au lieu d'avoir un excès de vitesse, parce qu'on a des qualités de neige particulières, on vient de le citer, mais c'est l'escalade de la vitesse, et c'est comme la Formule 1, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi prendre des décisions, et ça passe aussi par une forme de tracé. C'est-à-dire que vous avez un écart vertical, c'est-à-dire un écart où on dit, ben, vous pouvez tracer à 18 mètres, 20 mètres, 25 mètres, 27 mètres, 30 mètres, peu importe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le offset, le côté latéral. Et on a vu des formes de tracé, à mon avis, beaucoup plus intéressantes techniquement, en tout cas pour nous, en ayant, en amenant toujours des belles images. C'est vraiment important pour nos sports, mais amenant, euh, à mon avis, un peu plus de sécurité et revenir sur des formes de tracé qui nous paraissent pour nous, les techniciens, beaucoup plus normales. Voilà. Voilà pour cette réponse qu'on a pu découvrir avec Marc Garcia qui nous explique tout justement, même si c'était un peu rallongé ce soir. Toujours un plaisir de retrouver Marc avec justement les réactions par rapport les week-ends sportifs du week-end hein, du côté de Val d'Isère, puis également aussi vos questions. Voilà, merci à tous ceux qui ont donc posé ces questions, toujours très intéressant, surtout l'aspect technique, Marc. Hein. C'est très important. Après, c'est à vous, je suis à votre disposition. Je ne connais, alors pour le coup, hein, Johan, moi je ne connais absolument pas les questions. Hein. Il y a absolument Voilà. rien de Ah non, préparé. non, non, c'est direct. Il est 20h17, là, on peut pas être mieux. Voilà, voilà, c'est vraiment Johan, pas du tout. on a Oui. explosé les compteurs parce que là, c'est la première fois qu'on dépasse beaucoup. Qu'est-ce Ah, qu'ils ça vont fait nous une dire, heure. les jumeaux de Paris? Oh, je pense qu'ils vont rien dire. Ça fait une heure qu'on est ensemble, mais je pense qu'il y a 1h17 qu'on est ensemble. 1h17, voilà. On a fait des heures sup aujourd'hui, attention. Ouais. En tout cas, Voilà. non, ouais. Bah, merci beaucoup Marc pour toutes ces explications, également toutes ces analyses. On va bien entendu se retrouver pour un prochain 19h Sport dans les prochains jours, avant Noël quand même. On essaiera d'avoir Marc pour encore analyser tout ça. Avec grand plaisir, Johan, quand vous voulez. Bah voilà, bah merci beaucoup Marc pour ce grand direct hein, ce soir et pour bien sûr retrouver Marc Garcia. Si vous venez tout juste de nous rejoindre à 20h18, dès demain ça sera disponible sur YouTube, sur également aussi TikTok en intégralité pour ce 19h Sport, également aussi sur Facebook en replay. Voilà, merci beaucoup Marc, bonne soirée. Merci, Johan, merci. Et puis, bonne soirée à tous. Moi, je vais 20h20, oui, à 20h45, il y a la deuxième manche que je vais regarder ça évidemment de près. Et puis bonne soirée à vous. Bah vous, également aussi à vous. Merci Marc pour ce 19h Sport. Belle soirée à vous et à très prochainement, hein, quand vous voulez. Voilà. Salut à tous. Salut Jean-Jacques, Yes. à Crans-Montana, il y a 11h. Salut les Suisses. Salut, Voilà. salut. Qui nous regardent sur leur écran de télé. Merci. Exactement. Merci. Voilà. Merci beaucoup.